Les fonctions convexes, c'est un sujet abordé dès le lycée. Mais lorsqu'on le reprend en études supérieures, c'est avec une définition qui est un petit peu surprenante et souvent mal comprise. Alors, dans cette série Isomaths sur le cours de première année d'études supérieures sur les fonctions convexes, on s'efforce de comprendre intuitivement cette définition et toutes les propriétés reliées. Et aujourd'hui, dans le deuxième épisode, on va se pencher sur l'inégalité des trois pentes. Grand classique de n'importe quel cours de convexité, c'est une inégalité qui peut clairement prêter à confusion, car dans son énoncé, plusieurs notations s'entremêlent. Mais aujourd'hui, on va voir qu'il ne s'agit de rien de plus qu'une application d'une propriété fondamentale des fonctions convexes, la croissance des pentes. D'ailleurs, cette propriété de croissance des pentes, c'est en fait la porte vers la compréhension de l'importance des fonctions convexes en analyse. C'est elle qui nous permettra de faire le lien entre convexité et dérivation, ce dont on conclura dans les prochains épisodes que les fonctions convexes sont celles qui, dans un certain sens, accélèrent. Au final, c'est cette propriété même qui justifiera le fait de s'intéresser aux fonctions convexes. Mais pour aujourd'hui, on va se contenter de la comprendre intuitivement et de la prouver, grâce à la définition analytique de la convexité qu'on a longuement détaillée dans le premier épisode. Alors, si vous avez besoin d'un petit rappel, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil avant cette vidéo. Allez, maintenant que tout est bien frais dans votre esprit, ne perdons pas plus de temps, et allons-y. Notre objectif du jour, c'est cette inégalité, qu'on appelle inégalité des pentes ou inégalité des trois pentes. Le nom n'est pas très important. Mais pour l'obtenir, on va pas faire une démonstration directe avec des astuces qui sembleraient sortir du chapeau. Au contraire, on va essayer de motiver cette inégalité de la manière la plus intuitive possible. Et on va donc effectuer un processus très classique en mathématiques. On va simplement essayer d'explorer, par curiosité, l'objet mathématique qu'on a construit, les fonctions convexes, par sa définition et l'intuition géométrique associée. Et on va voir que cette exploration va nous mener tout naturellement vers cette inégalité. Et évidemment, cette exploration, elle aura pour point de départ le résultat de l'épisode précédent. Alors rappelons-le rapidement. Après une considération de la notion générale géométrique de convexité, on l'a appliquée aux fonctions réelles et simplifiée au plus possible dans ce cas-là. Ce qui nous a donné cette définition analytique, la plus compacte possible, tout en étant suffisante. Et cette définition, elle admet cette interprétation géométrique. On dit d'une fonction qu'elle est convexe si et seulement si elle est au-dessus de toutes ses cordes entre leurs extrémités. Alors pour cette vidéo, on va avoir besoin de parler de plusieurs cordes particulières pour nos preuves, donc on va se mettre d'accord avec une notation. On va noter la corde d'extrémité A et B, delta AB. Pour être plus rigoureux, ce qu'on appelle la corde delta AB, c'est l'unique droite passant par les points A, F de A et B, F de B. C'est-à-dire simplement une droite qui relie deux points du graphe de F. Alors, pour qu'une fonction soit convexe, elle doit être au-dessus de toutes ses cordes entre leurs extrémités. C'est-à-dire, grossièrement, que son graphe doit être arrondi vers le bas, pour être toujours en dessous des lignes droites entre ces points. A contrario, une fonction non convexe a, au moins à un endroit, son graphe qui tourne vers le haut, qui est arrondi vers le haut, ce qui résulte en une corde qui passe à certains endroits en dessous du graphe. Attention à ne pas confondre, les fonctions non convexes ne sont pas les fonctions concaves. On n'a pas traité de la concavité dans l'épisode précédent et on ne le fera pas non plus aujourd'hui. On en traitera en réalité quand on fera un épisode sur les exemples d'utilisation de la convexité. Pour le moment, on ne parle que des fonctions convexes. Ok, donc ça c'est l'interprétation géométrique, mais dans l'épisode précédent, le gros du travail, c'était de traduire ça en une définition analytique simple, et ce, en utilisant une paramétrisation du segment. Donc, regardons ce que dit exactement la définition analytique. Elle dit que pour toutes les extrémités A, B possibles, c'est-à-dire donc pour toutes les cordes possibles, et pour toutes les proportions lambda possibles entre 0 et 1, alors on a une inégalité entre ces deux nombres, f de 1 moins lambda A plus lambda B et 1 moins lambda f de A plus lambda f de B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Ce qu'on appelle lambda, c'est un pourcentage d'avancement, une proportion d'avancement dans le segment AB, c'est-à-dire entre les extrémités, à partir de A. Autrement dit, pour un lambda donné, le point d'abscisse 1 moins lambda A plus lambda B est exactement le point qui, en partant de A, a traversé la proportion lambda du segment AB. Pour lambda égale 0, on se retrouve au point A, pour lambda égale 1 au point B, et par exemple pour lambda égale 1 tiers, on se retrouve à A fois 1 moins 1 tiers plus B fois 2 tiers, c'est-à-dire à 1 tiers du segment AB. Alors, ce que la définition dit, c'est tout simplement que l'image de n'importe quel de ces points, c'est-à-dire de n'importe quel point dans le segment AB, donc la quantité f de 1 moins lambda A plus lambda B, est plus petite que 1 moins lambda f de A plus lambda f de B. Et ça, il se trouve que c'est l'ordonnée du point d'abscisse X
est situé sur la corde d'extrémité A et B. Donc ce que la définition dit, c'est bien que pour toutes les cordes possibles et pour tous les points possibles de cette corde, le graphe, c'est-à-dire l'image du point, est en dessous de l'ordonnée du point correspondant sur la corde. Bon, évidemment, là, si vous vous contentez de cette explication de 30 secondes pour cette définition, vous avez peut-être pas tout compris. Et je vous renvoie alors vers le premier épisode, dans lequel on l'a longuement détaillé. Ok, on a maintenant tout ce qu'il nous faut, on peut commencer notre exploration. Ici, sur la figure, j'ai dessiné le graphe prototypique d'une fonction convexe, vraiment le cas le plus classique. Attention, cependant, ce n'est qu'un cas particulier, ça ne représente pas les fonctions convexes en général. Mais on peut quand même essayer d'utiliser ce cas particulier pour essayer de débloquer des conjectures et des propriétés potentielles des fonctions convexes. En particulier, un truc qui pourrait nous intéresser, ce serait d'affiner le résultat sur la position relative entre les cordes et le graphe. Pour être plus clair, la définition dit que les cordes doivent être au-dessus du graphe entre leurs extrémités, mais elle ne dit rien sur ce qui se passe en dehors des extrémités de la corde. Et pourtant, cette définition des fonctions convexes, elle est quand même assez restrictive, donc on peut s'imaginer qu'il y a une relation particulière entre les cordes et le graphe, même en dehors des extrémités de la corde. Bon, et pour voir ce que ça peut bien être, on va commencer par quelques dessins. Bon, mais pour être sûr de ça, il n'y a qu'une méthode. Il va falloir dessiner quelques exemples. Donc ici, j'ai prolongé la corde rouge d'extrémité AB. Elle est au-dessus du graphe entre AB, très bien. Mais là, on remarque quelque chose. En dehors des extrémités, que ce soit à gauche ou à droite, on remarque que le graphe est toujours au-dessus de la corde. À droite de B, par exemple, la fonction croît plus vite que la corde, donc elle reste toujours au-dessus. Avant A, la fonction décroît plus vite que la corde, mais évidemment, comme elle rencontre la corde au point A, cela implique qu'elle est au-dessus avant. Attention à pas tirer des conclusions trop vite, cependant, là on a juste vu une corde sur une fonction. Déjà, on va tester avec d'autres cordes. Alors voilà un autre exemple. Avec cette corde rose qu'on a tracée en plein milieu du graphe, on a exactement le même comportement. Le graphe est au-dessus de la corde, en dehors de ses extrémités. Et on a bien l'impression que c'est ce fait d'être arrondi vers le bas qui implique ça. Parce que pour la fonction non convexe qu'on a à droite, on voit que là, on a une corde qui est très clairement au-dessus du graphe, en dehors de ses extrémités. Alors évidemment, elle était aussi en dessous du graphe, puisqu'on n'a pas du tout de convexité. Mais on comprend bien que c'est pas du tout un phénomène qui arrive dans toutes les fonctions. Ça a bien l'air d'être une conséquence de la nature convexe. Bon, cependant, je crois que je l'ai assez répété, on est uniquement sur un cas particulier. Donc, pour s'en convaincre de manière plus profonde, il va falloir qu'on essaie d'établir un dessin plus général, pour obtenir un raisonnement plus général. Pour ça, on va donc considérer une fonction convexe en toute généralité. On donne pour l'instant aucune autre hypothèse. Ici, j'ai dessiné pour l'illustration un bout de son graphe, mais on n'en suppose rien sur la forme générale de la fonction. Je vous laisse par contre vérifier que ce bout de graphe est lui bien convexe. Maintenant, pour voir ce qui force les cordes à être en dessous du graphe, en dehors de leurs extrémités, on va essayer de se représenter la situation inverse. Pour ça, on dessine une corde d'extrémité A et B choisies totalement au hasard et on la prolonge en dehors du graphe. Ici, on va le faire à droite pour l'illustration, mais ça aurait été exactement la même chose à gauche. Et on va supposer qu'il existe un point C, quelque part à droite de B, donc en dehors du segment AB, tel que la fonction est en dessous de la corde à cet endroit-là. C'est-à-dire que f de C est inférieur au point correspondant sur la corde. On le voit bien sur le graphique. Bon, maintenant, étant donné qu'on n'a aucune hypothèse sur la fonction, c'est un petit peu compliqué de s'imaginer pourquoi cette situation serait absurde. Alors, on va faire quelque chose qui est souvent très utile en maths, on va rajouter une hypothèse pour voir ce qui se passe dans un cas plus simple et voir si on peut en déduire un argument pour le cas général. Et ici, une hypothèse naturelle à prendre pour avoir plus d'informations sur le graphe, c'est de supposer que f est continu. En effet, si f est continu, on sait qu'on doit tracer son graphe sans lever le crayon. Autrement dit, on doit relier les points roses et rouges par une seule ligne continue. Et on va voir si ça pose problème pour la convexité. Évidemment, pour relier ces deux points, il y a une infinité de possibilités. Il nous suffit par exemple de monter, redescendre et hop, on rejoint le point C. Et on peut faire ça de n'importe quelle manière en faisant absolument ce qu'on veut en haut. Tant qu'on rejoint le point C, il n'y a pas de souci, on respecte la condition de continuité. Mais là, le problème nous saute aux yeux. Qu'importe la manière dont on monte et on redescend pour rejoindre C, on tourne forcément vers l'intérieur. On le voit clairement sur notre graphe là. On a quelque chose qui est similaire à un exemple de fonction non convexe. On a une fonction qui tourne vers l'intérieur à un moment. Pour être plus général et trouver de manière très claire un contre-exemple à la définition de la convexité dans ce cas, c'est assez simple. D'ailleurs, on peut ne pas se contenter que de cette explication graphique et on peut être plus général pour trouver tout le temps, dans ce cas-là, un contre-exemple à la définition de la convexité, c'est-à-dire une corde qui passe en dessous du graphe.
Ici, sur le chemin continu qu'effectue la fonction pour rejoindre le bon point d'abscisse C, il y a un point d'intersection entre le graphe et la corde, et ce, après B. Dans ce cas-là, on peut simplement tracer la corde entre B et ce point très précis. Et cette corde, par définition du chemin qu'on a emprunté, c'est-à-dire être au-dessus de la corde puis rejoindre C, eh bien forcément, elle est en dessous du graphe. Elle montre clairement le défaut de convexité, le virage vers l'intérieur qu'on a été obligé de faire pour rejoindre le point C. Et ça, il faut bien se rendre compte que c'est pas une observation particulière. Étant donné que f est continu, s'il y a un endroit, n'importe lequel, entre B et C, où la fonction est plus haute que la corde, alors elle doit la rejoindre, et ensuite elle doit rejoindre C en traversant forcément à un moment la corde, par le théorème des valeurs intermédiaires. Et ça nous donne immédiatement un tournant vers l'intérieur, et donc une corde en dessous du graphe, pourtant entre ses extrémités, et donc un défaut de convexité. Et ça, c'est évidemment valide qu'importe l'abscisse C, c'est-à-dire qu'importe à quel point on est proche ou loin de B, on peut toujours prolonger la corde, et donc on aura toujours un endroit d'intersection si la fonction est à un moment entre B et C, au-dessus de f de B, qui était son endroit de départ au point B. Par contre, attention, on n'a pas encore un argument tout à fait général. On n'est pas complètement obligé d'être au-dessus de f de B à un endroit entre B et C. On pourrait directement rejoindre C comme ça, en passant en dessous de la corde. Et donc, on n'aurait pas ce problème de devoir tourner vers l'intérieur, donc vers le bas, pour pouvoir rejoindre le point C, et donc intersecter la corde, et donc ne pas être convexe. Sauf que là, on n'est pas convexe non plus, mais juste d'une autre manière. Au final, oui, on n'a pas tourné vers l'intérieur à un endroit éloigné de B, on a directement tourné vers l'intérieur en B, et on peut clairement donner une multitude de cordes qui sont en dessous du graphe entre leurs extrémités, donc on n'est pas convexe non plus. Alors voilà, dans le cas des fonctions continues, qu'importe ce qu'on essaye de faire, on ne peut pas rejoindre après l'extrémité droite de la corde un point qui est plus bas sans présenter un défaut de convexité. Autrement dit, une fonction convexe continue est forcément au-dessus de sa corde en dehors de ses extrémités. Je vous laisse d'ailleurs vous convaincre que le raisonnement aurait été exactement les mêmes si on était parti à gauche de l'extrémité A. En définitive, rajouter l'hypothèse de continuité, ça nous a permis d'avoir plus d'outils et plus de contrôle sur le graphe de f, et donc on a bien compris intuitivement la raison du phénomène. Mais pour essayer d'avoir une idée de preuve dans le cas général, il va falloir qu'on ait un raisonnement qui s'applique aux fonctions non continues, c'est-à-dire les fonctions générales. Alors c'est parti. Bon, cette fois-ci, on peut vraiment rien dire sur ce qui se passe après B. On n'a vraiment aucune idée de ce qui se passe au niveau du graphe. Donc on va forcément devoir utiliser la seule chose qu'on connaît, la définition de la convexité, c'est-à-dire des cordes. Donc on va encore imaginer que le point C a une image qui est en dessous de la corde. Cette fois-ci, on peut rien dire sur le graphe de f. Par contre, on peut dessiner des cordes et dire des choses sur ces cordes. Si je suis plus clair, l'extrémité droite de la corde d'abscisse B, c'est clairement un point du graphe de la fonction. Et le point B, il est très clairement dans le segment AC. Il est situé entre A et C. Autrement dit, si f est convexe, alors cette corde rouge que je viens de tracer entre le point d'abscisse A sur le graphe et le point d'abscisse C sur le graphe, même si on n'a pas dessiné le reste du graphe, on rappelle que ce point est censé être la valeur de la fonction en C, eh bien cette corde, elle doit être au-dessus du graphe en tout point dans le segment. En particulier, elle doit être au-dessus du graphe en B. Et pourtant, c'est pas du tout le cas. On voit bien que là, la corde passe clairement en dessous du graphe à des moments dans le segment AC, en particulier en B, puisque c'est un point où on sait exactement ce qui se passe. Donc c'est le point qui sera utile dans la preuve plus tard. Et ça, on pourrait parfaitement l'observer, quel que soit le point que l'on doit rejoindre, tant qu'il est en dessous de la corde. Mais alors, pourquoi? Eh bien, la réponse est assez simple. Il suffit de regarder les pentes des cordes. Les cordes d'extrémité AB et AC, elles partent du même endroit. Et pour la convexité, il faut que la corde AC, elle soit au-dessus de la corde AB en B. Et pour ça, étant donné qu'elle part du même endroit, ça veut forcément dire qu'elle doit partir au-dessus, c'est-à-dire plus rapidement avec une pente plus grande que la corde AB. Et oui, si on prend bien le temps d'y réfléchir, pour comprendre qu'une corde qui part du même endroit qu'une autre arrive à un endroit plus élevé après la même distance, il faut forcément que sa pente soit plus élevée, donc que cette corde soit au-dessus de l'autre. Et cette condition d'être au-dessus au point B, on le rappelle, elle est imposée par la convexité. Sauf que là, notre absurdité du point C qui serait en dessous du prolongement de la corde AB, elle tombe évidemment sous le sens.
Étant donné que la corde qui relie A et C a une pente plus grande que la corde qui relie A et B, il est absolument impossible qu'elle lui passe en dessous une fois B passé. La pente est plus grande, ces deux droites ne se rencontreront plus jamais. Et pourtant, le point sur le graphe d'abscisse C, on sait qu'il doit se situer évidemment quelque part sur cette corde, par définition. Autrement dit, on comprend bien que le point d'abscisse C doit se situer au-dessus de la corde rose qui relie A et B. Ok, récapitulons le raisonnement tranquillement pour être sûr d'avoir bien compris. Le fait que F soit convexe impose que la corde d'extrémité A et C soit pendant tout le segment AC au-dessus du graphe de F. En particulier, comme le point B appartient au segment AC, la corde AC doit être au-dessus de la corde AB en ce point. Si on appelle cette quantité X, on doit avoir X supérieur ou égal à F de B. Cependant, les cordes AB et AC ayant le même point de départ, qui est A, cela implique forcément que la pente de la corde AC soit plus grande que la pente de la corde AB. Et ce résultat sur les pentes, il a une conséquence immédiate. Si deux droites qui émanent du même point ont des pentes différentes, alors il est évident que celle qui a la pente la plus grande restera toujours au-dessus de l'autre. Et le point C étant situé après le point B, on en déduit donc facilement que ce qu'on appelle Y, qui est l'ordonnée du point d'abscisse C sur la corde, est plus petite que l'ordonnée du point d'abscisse C, mais sur la corde AC. Cependant, la corde AC étant censée rencontrer le graphe au point C, puisque c'est sa définition, cela veut donc dire que cette deuxième ordonnée à laquelle on compare l'ordonnée sur la corde rose, eh bien, c'est F de C. Autrement dit, F de C est supérieur ou égal à Y, c'est-à-dire le graphe de F au point C est au-dessus de la corde rose. Et cette dernière étape du raisonnement, on aurait pu la faire pour n'importe quel point C qui est situé après B. On n'a pas du tout choisi un point spécial. Et ça veut bien dire qu'à droite de l'extrémité B, le graphe de la fonction est toujours situé au-dessus du prolongement de la corde AB. Ok, on voit donc maintenant que dans le cas d'une fonction non continue, complètement générale, on a le même phénomène qui arrive. Mais cette fois-ci, pour obtenir le résultat, on a dû passer par une étape intermédiaire qui est très intéressante. On a compris que la pente de delta AC était supérieure à la pente de delta AB. Et en réalité, c'est ce phénomène qui est à la source de la conclusion. On est donc en présence de deux phénomènes qui proviennent de la même observation et qui sont liés par une relation d'équivalence. L'observation, qui provient de la convexité de la fonction, c'est que delta AC est au-dessus de delta AB. Mais ces deux cordes ayant une extrémité en commun, cela est équivalent à dire que la pente de delta AC est supérieure à la pente de delta AB. Mais ces deux cordes ayant leur point de départ en commun, cela est équivalent à dire que la pente de delta AC est supérieure à la pente de delta AB. D'autre part, cette opération de comparaison entre les deux cordes, on peut l'appliquer en particulier au point C qui appartient au graphe de F et on en déduit que le graphe de F au point C est au-dessus de la corde delta AB. Et comme on peut répéter cette observation pour tous les points C au-delà de B, on obtient cette première propriété. Réciproquement, je vous laisse vous convaincre que cette conséquence implique bien cette observation. Tout cela, je le rappelle, dans le cas où F est convexe. Alors voilà, comme ces deux phénomènes proviennent de la même observation et qu'ils sont totalement équivalents, on peut se dire qu'il n'y a aucune importance de l'ordre dans lequel on doit les prouver. Mais pour rendre les inégalités un petit peu plus naturelles à manipuler, dans cette vidéo, comme dans la plupart des cours de convexité d'ailleurs, on va choisir de prouver d'abord le résultat sur les positions relatives du graphe et des droites, c'est-à-dire le résultat 1, puis le résultat sur la croissance des pentes, qui est plus complet en deuxième. La première étape de la démonstration, c'est déjà de correctement énoncer le résultat qu'on veut prouver. On pose donc f une fonction réelle d'un intervalle i convexe et a, b, deux points de i qui sont ordonnés comme sur notre schéma. Enfin, on pose un point C qui n'est pas dans le segment AB. Alors, on voudrait prouver que f de C est supérieur ou égal à f de B moins f de A sur B moins A fois C moins A plus f de A. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument rien de sorcier dans ce deuxième membre de l'inégalité. Il s'agit simplement de la coordonnée Y, du point sur la corde AB qui est d'abscisse C. Si vous êtes à l'aise avec les équations de droite, ça ne devrait pas vous poser problème, mais je vais quand même le refaire rapidement. Pour arriver au point d'abscisse C et d'ordonnée Y, on part d'abord du point d'abscisse A, qui a évidemment pour ordonnée f de A. Ensuite, on va de A jusqu'à C, donc on parcourt une distance C-A, et ce,
sur une droite qui a une certaine pente. Et cette pente, on peut la calculer car on connaît la valeur de l'ordonnée en 2 points. Il s'agit de f de b moins f de a sur b moins a. Voilà, maintenant qu'on a bien énoncé le résultat, il ne nous reste plus qu'à le prouver en traduisant correctement le raisonnement que l'on a fait à partir du point B. Étant donné que j'ai explicité le raisonnement dans le cas où C est situé à droite de B, c'est-à-dire C est supérieur à B, on va expliciter la preuve dans ce cas-là aussi. Mais le cas C inférieur à A se traite de la même manière explicitement. On fera un petit schéma tout à l'heure pour être convaincu du résultat. Mais ne vous inquiétez pas, je vous laisserai tout à l'heure avec un petit schéma pour vous convaincre du résultat dans ce cas. Tout notre raisonnement se base sur le fait d'observer que par convexité, le point B, f de B, situé sur le graphe, doit être en dessous du point qui est situé sur la corde delta AC, car C est supérieur à B, donc B est situé dans le segment AC. Tout ça, il suffit de l'écrire. B appartient à AC, donc il existe une proportion lambda telle que B s'écrit 1 moins lambda A plus lambda C, et la proportion lambda, elle s'écrit comme ça. Et en appliquant la définition de la convexité, on a que f de B est inférieur à 1 moins lambda f de A plus lambda f de C, qui est simplement la coordonnée de ce point que je viens d'entourer. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à manipuler l'inégalité pour faire ressortir le résultat. Et pour ça, on sait qu'on va avoir besoin de termes en C-A, B-A, etc. Donc naturellement, on va expliciter la proportion lambda dans notre inégalité et ensuite travailler à partir de là. Je rappelle juste, au cas où ce n'est pas clair, qu'on a écrit B avec sa paramétrisation dans le segment AC pour pouvoir écrire l'inégalité de convexité qui est dans la définition. Et maintenant, je vous passe les détails, n'hésitez pas à mettre pause pour vérifier et le faire par vous-même, mais on obtient bien le résultat. Pour le cas où C est inférieur à A, voici le schéma, le raisonnement est exactement le même, mais on remplace le segment AC dont on parle par le segment CB, et l'observation ne se fait plus donc sur le point B, mais sur le point A. Le reste de la preuve est identique. On en a donc terminé avec le résultat 1 et on va pouvoir passer à la preuve du résultat 2. Cependant, attention, le résultat que l'on a obtenu plus tôt, appelé 2 en tant que conséquence de l'observation qu'on a faite, n'est qu'un résultat partiel de croissance des pentes. Et ici, on va prouver la proposition complète. On va donc devoir affiner notre compréhension en prenant en compte des cas que l'on n'avait pas traités jusqu'alors. Mais avant cela, première étape, comme toujours, on énonce proprement les résultats. On veut parler de croissance des pentes avec une extrémité fixe. Et on va donc pour cela parler de la croissance d'une fonction pente. Alors, on va définir une telle fonction pente pour tout point de l'intervalle dans lequel f doit être convexe. Cette fonction, on la nomme taux indice A pour indiquer le point de départ et elle associe à tout point x de l'intervalle différent de A, évidemment, la pente de la corde AX. Cette pente, elle se calcule évidemment par f de x moins f de A sur x moins A. Attention cependant, petite précision, en effet, la pente suit une orientation de la droite qu'on donne. Lorsqu'on considère que le point de départ est A et le point d'arrivée x, la pente se calcule avec f de x moins f de A, mais si on considère x comme le point de départ et A comme le point d'arrivée, c'est alors f de A moins f de x. Et donc c'est le signe de la pente qui va changer. Nous, dans notre définition de la fonction pente en A, on considère toujours A comme le point de départ, qu'importe où est situé x. Si x est situé à gauche de A, alors on aura une pente. Ce qui change, c'est donc que si x est situé à gauche de A, le terme en bas dans le calcul de la pente sera négatif. Ce qui a pour effet de changer le signe de la pente. Bien, maintenant qu'on a compris cette notation, on peut passer au théorème. Ce théorème, il nous dit que f est une fonction convexe sur i si et seulement si la fonction pente en A est croissante sur tout son domaine de définition, et ce, pour tous les A possibles dans l'intervalle. Alors, dire que la fonction pente en A est croissante, c'est dire que si on prend deux points quelconques de l'intervalle B et C avec C supérieur à B, alors la pente de la corde AC sera plus grande que la pente de la corde AB. Et ça, dans l'exemple du dessin, c'est évident si C est supérieur à A. En effet, dans ce cas-là, on se retrouve exactement dans la même situation que précédemment. Et le fait que la pente de AAC soit plus grande que la pente de AAB est un résultat naturel de la convexité. D'ailleurs, la situation, c'est exactement la même si B est inférieur à A. Tout ce dont on a besoin pour pouvoir appliquer cette comparaison, c'est que C soit à l'extérieur du segment
que ce soit AB ou BA. Cette partie de la preuve, donc, la voici. Quand C est supérieur à A, alors il est à l'extérieur du segment d'extrémité A et B, qu'importe le sens de ce segment, et la corde entre A et B étant en dessous de CF à l'extérieur du segment d'extrémité A et B, alors on a cette inégalité, qui est exactement celle du résultat précédent, qu'on peut aisément arranger en une inégalité sur les pentes. Et cette inégalité, c'est taux A de C supérieur ou égal à taux A de B. Donc on a bien la croissance dans ce cas-là, c'est-à-dire le cas où C est supérieur à A. Allez, on doit maintenant traiter le cas où C est inférieur à A. En effet, dans ce cas-là, C est supérieur à B et inférieur à A, donc est situé dans le segment BA. Et on ne peut plus appliquer le raisonnement précédent. Mais vous allez le voir, on va effectuer un raisonnement tout à fait similaire sur les pentes, qu'on a simplement besoin de décliner en quelques cas pour prendre en compte les pentes qui peuvent être négatives ou positives. Mais ne vous inquiétez pas, on va effectuer un raisonnement totalement similaire sur les pentes que vous pourrez tout à fait suivre si vous avez suivi jusqu'à là. Cependant, il y a quand même une différence subtile avec le raisonnement précédent. On va avoir besoin, pour se convaincre au niveau intuition que le résultat est vrai, de séparer en plusieurs cas pour tout traiter en toute généralité. Mais la preuve algébrique, on va le voir, n'aura pas besoin de séparer ces cas entre eux et va pouvoir tout traiter d'un coup. Et on va vite comprendre pourquoi. Allez, commençons avec un premier exemple simple pour comprendre. Ici, A est bien situé après C, lui-même situé après B. Bon, graphiquement, on le voit bien, la pente de B à A est plus faible que la pente de C à A. Mais pourquoi ? Cette fois-ci, l'observation de convexité, on va la faire au point C. En effet, C est situé dans le segment BA. Or, par convexité, le graphe de la fonction f est, dans ce segment, en dessous de la courbe de la corde qui lie B et A. Et ça, à la manière de notre observation de tout à l'heure, on peut l'appliquer au point C. Donc on dit que f de C est inférieur à la coordonnée du point correspondant sur la corde de B à A. Et là, on voit apparaître quelque chose. À partir de C, il nous reste la distance C-A à parcourir, qui est ici négative. Et là, normalement, il y a quelque chose qui doit nous sauter aux yeux. À partir de l'abscisse C, les deux cordes doivent rejoindre le point que l'on va appeler grand A. Mais elles n'ont pas le même point de départ. La corde qui relie B à grand A part de l'ordonnée Y, tandis que la corde qui relie C à A part de l'ordonnée f de C. Or, f de C est inférieur à Y. Et donc, dans le cas précis qui est dessiné, où Y est plus petit que f de A, c'est-à-dire où il faut parcourir de la distance positive en ordonnée pour arriver jusqu'à f de A, eh bien, la corde qui relie C à A a donc plus de distance en ordonnée à parcourir que la corde qui relie B à A. Et ce, pendant une même distance en abscisse, qui est C-A. Et la conclusion est alors évidente. La corde qui a la pente la plus grande est celle qui a la distance la plus grande à parcourir en ordonnée, pour un même temps en abscisse. Et ici, cette corde, c'est la corde qui relie C à A. Et on obtient donc le résultat voulu. Mais, et c'est là où les différents cas viennent, c'est pas totalement général comme dessin. En effet, le dessin précédent, il supposait que f de C et Y étaient tous les deux inférieurs à f de A. C'est-à-dire donc qu'il y avait de la distance positive à parcourir pour rejoindre f de A pour les deux cordes. Mais ça, c'est pas forcément le cas. En effet, dans le nouvel exemple que j'ai dessiné, on a une distance positive à parcourir pour aller de f de C à f de A, donc pour la corde CA, mais pour la corde BA, il y a une distance négative à parcourir parce que Y est supérieur à f de A. Mais là, la conclusion, elle change absolument pas. Je vous rappelle que ce qu'on compare, ce n'est pas la valeur absolue des pentes, mais c'est bien la pente avec son signe. Et là, la pente de la corde BA, elle est négative, alors que la pente de la corde CA est positive. Donc il est évident que la pente de la corde CA est plus grande que la pente de la corde BA. Et ça, c'est important. La croissance des pentes, ce n'est pas la croissance de la valeur absolue de la pente. Passer de négatif à positif, c'est aussi une croissance. Bon, et rapidement, le dernier cas dont on n'a pas parlé, c'est celui où les deux distances sont négatives. C'est-à-dire quand f de C est supérieur ou égal à A. Mais dans ce cas-là, on a juste un miroir du premier cas et on cherche cette fois-ci quelle pente est la moins négative. Et évidemment, la pente la moins négative, celle qui aura le moins de distance en valeur absolue à parcourir, entre son ordonnée au départ, c'est-à-dire au point C, et son ordonnée en A, c'est-à-dire f de A. Et comme Y est supérieur à f de C, c'est bien la courbe CA qui sera la moins négative et le résultat sera respecté. Bon, on va maintenant passer à la dernière partie de la preuve algébrique de notre proposition. Et juste avant que je vous détaille l'intuition sur cette partie de la preuve, je vous ai promis que la partie algébrique sera la plus simple. Mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les distinctions de cas qu'on a dû faire portent sur le signe de certaines quantités. Sur un schéma, la visualisation des inégalités n'est pas la même selon le signe de ces termes.
Et là, les termes dont on parle, c'est bien f de c moins f de a, y moins f de a et autres. Donc on est obligé de faire une petite gymnastique mentale et de se représenter chacun des cas à part pour visualiser tous les cas d'inégalité. Mais quand on manipule une inégalité, le signe des termes à gauche, à droite, on s'en fiche. Le seul moment où le signe importe, c'est quand on multiplie l'inégalité par un terme, car ça fait changer le sens. Mais au final, on peut manipuler en toute généralité une seule inégalité, qu'importe le signe de ces termes. Et c'est ça qui va nous permettre d'écrire une preuve très simple. Et cette preuve, la voilà. On est bien dans le cas où C est inférieur à A. On l'a déjà assez répété, C est donc situé dans le segment BA, sur lequel la courbe est en dessous de la corde. Et on a donc notre fameuse inégalité f de C inférieur à Y. Le Y, il s'écrit comme ça, car c'est un point de la corde. On a déjà assez répété comment utiliser les équations de droite. Je vais pas en remettre une couche. Et ensuite, il nous suffit de manipuler l'inégalité, comme lors de la première étape, en faisant simplement attention ici à ce que C moins A soit inférieur à 0, ce qui change le sens de l'inégalité, et on obtient bien ce qu'il nous faut. La valeur de la fonction taux A, la fonction pente en A, en C, est plus grande qu'en B, c'est-à-dire que la fonction taux A est croissante. Et comme on a prouvé ça pour tous les cas de B et C possibles, la fonction taux A est croissante sur son ensemble de définitions. Et dans cette preuve, on voit bien qu'à aucun moment on a mentionné le signe de f de C moins f de A ou de f de B moins f de A, puisque les inégalités se manipulent, qu'importe le signe. Donc on n'a pas besoin de disséquer les cas, contrairement à l'intuition visuelle. Ok, ça nous a demandé un petit peu de travail, mais on en a fini avec la preuve de ce théorème. Enfin, pas tout à fait. En fait, on en a fini avec la preuve d'un sens du théorème, le seulement si. Oui, car ce théorème, c'est une équivalence. Il ne dit pas seulement qu'une fonction convexe a ses pentes croissantes, il dit aussi que n'importe quelle fonction ayant toutes ses pentes croissantes dans le sens qui est défini est convexe. Et ça, c'est quelque chose de pas du tout évident. Mais aujourd'hui, pour pas faire trop long, on va l'admettre. Je vais vous montrer la preuve, mais je vais pas la détailler. La voici. Par contre, je vous invite fortement à faire pause et à essayer de la comprendre par vous-même, notamment par des dessins. C'est un excellent exercice pour consolider les bases de cette vidéo. Nous, de notre côté, on va prendre un petit peu de recul. La preuve était un petit peu longue, il y avait beaucoup de notations, on a dû faire plusieurs raisonnements, mais maintenant, on va examiner le résultat. Au final, ce qu'on a montré, c'est que les pentes convexes sont croissantes, ce qui colle intuitivement à l'idée des graphes convexes qu'on peut se faire. D'ailleurs, pour retenir le résultat visuellement facilement qu'avec cette histoire de fonction pente qui est croissante, on peut simplement dire que les fonctions sont les fonctions dont la pente augmente au cours du temps. Donc, grossièrement dit, les fonctions qui tournent vers la gauche. Elles sont de plus en plus pentues, leur croissance est de plus en plus rapide. Alors, si vous avez été attentif, vous avez peut-être tiqué sur ce que je viens de dire. Comment ça, croissance plus rapide? Alors oui, on a parlé de pente, d'un point de vue géométrique, on a distance, etc., etc. Mais factuellement, à quel moment est-ce qu'on a parlé de vitesse de croissance? Eh bien, en fait, la vitesse de croissance, il s'agit du concept même de pente. La pente de la corde d'une fonction entre deux abscisses, c'est tout simplement sa vitesse moyenne sur le segment entre les deux abscisses. Et les fonctions convexes sont exactement les fonctions dont la vitesse moyenne augmente au cours du temps. Et dans le cas général, la manière la plus rigoureuse, précise de dire ça, c'est avec le théorème qu'on vient de montrer. Mais là, vous sentez bien que je tourne autour du pot. On l'a tous vu au lycée. Les fonctions convexes, ça peut être caractérisé beaucoup plus simplement, avec la dérivée seconde. Et vous avez raison, dès qu'on parle de vitesse, la dérivée vient naturellement dans votre esprit. Mais toutes les fonctions ne sont pas dérivables. La fonction valeur absolue, par exemple, n'est clairement pas dérivable en zéro, car elle présente sur son graphe point anguleux. Pourtant, elle est clairement convexe et elle vérifie clairement le théorème que l'on vient de donner. Et ça, c'est une raison pour laquelle ce théorème est important. Pour certaines fonctions, il sera la manière la plus précise de parler de la vitesse de croissance des fonctions convexes. Mais ce n'est pas sa seule raison d'être. Et il sera évidemment l'élément essentiel qui nous permettra de caractériser la convexité via la dérivation dans le prochain épisode. Car pour aujourd'hui, on va enfin conclure sur l'inégalité des trois pentes. Ce que l'énoncé de cette inégalité nous dit, c'est que trois éléments A, B, C de l'intervalle de définition d'une fonction convexe, on a que la pente de la corde AB est plus petite que la pente de la corde AC, elle-même plus petite que la pente de la corde BC. L'illustration, elle est très claire. J'ai ici dessiné deux illustrations de cette inégalité, une dans le cas d'une fonction qui admet des pentes négatives à un endroit, c'est-à-dire qui est décroissante pendant un moment, et une autre qui est tout le temps croissante pour montrer que l'inégalité est toujours valable. La preuve de cette inégalité, elle est quasiment immédiate, il suffit de considérer les bonnes applications pentes qui, on le sait, sont croissantes. La pente de la corde qui relie A à B en rouge est, par croissance de l'application pente en A, plus faible que la pente qui relie A à C. Mais cette pente noire, on peut aussi l'écrire comme l'image de A par l'application pente en C. En effet, inverser les rôles dans notre définition des applications pente ne change rien, car on inverse juste l'ordre de termes d'une somme
en haut et en bas d'une fraction, ce qui n'a évidemment aucun effet. Et donc, une fois cette pente noire écrite comme taux C de A étant inférieur à B, par croissance de l'application pente en C, on a la deuxième inégalité. On voit donc que cette fameuse inégalité des trois pentes, c'est juste une application directe du théorème précédent, qui est vraiment le résultat fondamental. Cela dit, on peut quand même s'amuser à donner une interprétation directe de cette inégalité sans passer par les deux applications pente. Et pour cela, on va centrer le raisonnement au point B. La pente en B est croissante, c'est-à-dire que la pente rouge est inférieure à la pente rose. Et ça, on l'a bien compris, ce que ça veut dire, c'est que la vitesse moyenne de la fonction entre A et B est inférieure à la vitesse moyenne de la fonction entre B et C. Sauf que la pente noire, c'est la vitesse moyenne de la fonction entre A et C. Et donc, en découpant le segment AC en deux parties AB et BC, on peut aussi dire que la vitesse moyenne dans le segment AC, c'est simplement la moyenne des vitesses dans le segment AB, puis dans le segment BC. Et là, le résultat est tout simplement évident. La moyenne des deux vitesses est forcément plus petite que la plus grande d'entre elles, qui est donc ici la vitesse rose, et forcément plus grande que la plus petite d'entre elles, ici la vitesse rouge. Et l'inégalité se résume alors juste à dire qu'une moyenne de différents termes est située entre ces deux extrêmes. Et alors, l'inégalité des trois pentes revient juste à dire que la pente d'une fonction convexe augmente et que la moyenne de différents termes est située entre ces deux valeurs extrêmes. Et cela est valable que les vitesses soient négatives ou positives, comme les deux exemples l'illustrent. Ça y est, on a terminé de travailler pour aujourd'hui. Mais avant de terminer l'épisode, on va faire deux choses. La première, c'est de se retourner et d'apprécier le chemin parcouru. Au début de cette série, on est parti d'une définition très vague en français de la convexité. On l'a ensuite rendue concrète géométriquement, puis on l'a appliquée aux fonctions réelles, mais sans vraiment savoir pourquoi on le faisait. Et à force d'efforts de simplification, on est arrivé à une définition analytique compacte qui permettait de caractériser la convexité. Mais cette définition, malgré tous nos efforts, elle est quand même lourde et pas du tout pratique à manipuler. Et en plus, elle ne dit pas grand-chose de plus sur la nature des fonctions convexes. Elle se contente de traduire leur définition géométrique. Mais aujourd'hui, on a réellement réussi un tour de force. On peut être fier de deux accomplissements. D'une part, on a développé un outil qui sera utile pour débloquer les fameuses inégalités de convexité qui sont présentes dans tant d'exercices sur le sujet. Mais on a aussi réellement mieux compris la nature des fonctions convexes. Il s'agit des fonctions qui accélèrent. Cependant, et c'est la deuxième chose à faire pour terminer cet épisode, il faut se rendre compte qu'on n'est pas encore arrivé au bout. On peut faire mieux. Les fonctions pentes, avec leur notation parfois confuse, sont un objet très lourd à manipuler. On peut légitimement espérer encore se simplifier la vie en représentant la nature accélératrice des fonctions convexes avec un outil plus adapté aux discussions sur la vitesse des fonctions. Et cet outil, c'est évidemment la notion star en analyse, la dérivation. Mais en attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à prendre une pause en vous abonnant à la chaîne, likant la vidéo et en la partageant à toute personne à qui elle pourrait être utile. De plus, si vous avez une quelconque remarque ou question, l'espace commentaire est là pour ça. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine sur Isomat.